Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci beaucoup Moussa Tchangari. Merci également aux organisateurs qui m'ont fait vraiment l'amabilité de m'inviter pour cette conférence que je trouve extrêmement important pour le thème aussi qui est abordé ici sur la participation de l'armée dans la gouvernance. Il est évident que quand nous avons un coup d'État armé, c'est un échec de la démocratie. C'est un échec pour les politiques et peut-être il faut s'interroger sur les causes profondes de l'intervention de l'armée. Vous savez, à partir des années 60 jusqu'en 90, on avait les partis uniques et on avait également le contrôle des régimes politiques par la France. Et ça, c'est depuis ce qu'on appelle, c'est le référendum, non, comment ça s'appelle encore, la loi cadre 57-58. Vous savez, nous avions des pays, l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, qui étaient avec une gouvernance qui était comme des fédérations. Maintenant, comment continuer à contrôler ces États sans être là et faire en sorte effectivement que Paris continue à être le centre? C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, des gens comme Senghor ont commencé à parler justement de cette cassure des pays africains, des fédérations africaines, quand il y a eu la loi cadre. Donc, et après, bon, on a mis en place des régimes. Et effectivement, si ces régimes ne respectent pas les intérêts de la France, on les fait tomber. C'est comme ça que ça se passait, la France-Afrique. Donc pour aller directement, ce n'est pas nous, mais les Français même ont écrit là-dessus. Donc entre 60 et les années 90, on a pratiquement compté près de 76 coups d'État militaires, que ce soit interne ou provoqué. Et 89, c'est la chute du mur de Berlin. C'est notre paradigme qui arrive. La chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide. Et puis aussi, on a eu le sommet de la Baule. Sur le plan international, le paradigme, c'était les droits humains. La Cour, la CPI, et bon, tous ces trucs se sont développés à partir des années 90-2000. Donc, 90-91, on a inventé ici la conférence nationale souveraine, le multipartisme, le libéralisme. Mais de 90 à maintenant, nous, on a compté à peu près quelques 22 coups d'État. Donc ça a beaucoup diminué. Parce qu'il y avait des possibilités, effectivement, d'alternance. Les alternances démocratiques ont eu lieu. Mais quand on regarde les coups d'État, je m'adresse à Tchangari en 2009. C'est par rapport aux questions du troisième mandat. Troisième mandat. Et parler du troisième mandat sans parler du pouvoir et de ses effets sur les hommes, c'est effectivement, c'est un autre côté, c'est un côté tout à fait psychologique que les politologues et les juristes n'abordent pas. Je pense que les sciences humaines devraient davantage s'intéresser aux questions de rapport au pouvoir. Effectivement, c'est ce qui arrive. Les gens ont les meilleures intentions, mais une fois au pouvoir, immédiatement ça change. Et j'ai entendu quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor dire carrément que le pouvoir était comme une drogue. Abdoulaye Wade de dire la même chose. Et même Abdou Diouf, c'est extraordinaire. Tous, ils l'ont dit. Donc, pour revenir maintenant à notre situation, nous avons produit un rapport l'année dernière qui s'appelle les pathologies de la démocratie. Vous les avez énumérées, mais on s'en tient toujours à la démocratie électorale. On ne sort pas de la démocratie électorale constitutionnelle. Et il me semble aussi qu'il faut bien analyser cette démocratie, comment elle fonctionne, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses limites, quelles sont les contradictions internes qu'elle a, parce que ça appuie sur un principe qui est celui du peuple, le principe politique.
si vous voulez, de l'élection et effectivement de la souveraineté du peuple, une souveraineté principielle politique. Mais il y a un autre également peuple qui est le peuple sociologique. Et généralement, c'est ce fossé. Comment remplir ce fossé entre celui qui est au pouvoir, qui dit « je suis là par la volonté du peuple », et celui qui sort pour faire une insurrection et qui dit « écoutez, nous aussi on fait une insurrection au nom du peuple ». Ces contradictions-là, il faut aussi, bien sûr, les analyser. Pour venir sur la situation au Sahel, très rapidement, et par rapport aux coups d'État qui ont été faits et que je vais analyser, ce qu'il faut constater, c'est que toute la stratégie du Sahel est une stratégie militaire, pratiquement de façon exclusive. Ça, c'est un. De deux, la stratégie du Sahel n'est pas une stratégie endogène. On a comme l'impression que, effectivement, la crise de la sécurité que nous avons, nous la sous-traitons. La sous-traitance et la délégation de la sécurité. Ça veut dire qu'il n'y a pas une réflexion collective ici, aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO et de l'Union africaine pour dire, mais écoutez, voilà notre stratégie, maintenant, vous, la communauté internationale, venez nous aider, venez nous soutenir. Voilà effectivement la tâche qu'on vous donne. Tout nous échappe, y compris même le côté, je veux dire, diplomatique. Ça veut dire pour intervenir au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, si vous n'avez pas, comme on dit, si vous n'êtes pas membre permanent, il y a certaines questions que vous n'abordez pas. Ça veut dire même ces questions, on parle en notre nom. On pose les questions en notre nom. Donc toutes ces questions-là, effectivement, méritent d'être posées ici pour qu'on en discute largement et puis faire des recommandations très concrètes. Donc le fait, effectivement, que ça soit une stratégie militaire, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est en fait la dégradation aussi de la situation de la sécurité sur place. C'est constant et c'est continu. Une dégradation de la sécurité qui a un impact tout à fait catastrophique sur les États. Les États deviennent plus faibles, deviennent plus vulnérables. Dégradation de la sécurité aussi qui a un impact sur les populations civiles. Ça veut dire qu'il y a une incapacité réelle à protéger les populations civiles. Elles sont les principales victimes. Ce ne sont pas les militaires sur place. Donc, il est évident que le fait que ces questions se posent, bien sûr, il y a une certaine forme de perception. Et cette perception, vous le ressentez, des fois c'est un sentiment anti-français qui s'exprime même, moi je suis sur le terrain au Mali, les gens ils sortent, ils sont contre MINUSMA, contre, je veux dire, il y a une stratégie du bouc émissaire, mais comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, ou il n'y a pas de fumée sans fumeur, comme dirait quelqu'un d'autre. Donc, il faut aussi analyser ces choses, et il me semble que ça commence, comment dirais-je, à créer des problèmes au sein même des chefs d'État et de gouvernement. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que la stratégie de Barkhane a été remise en cause, que les gens discutent, mais il faut bien le constater aussi, le centre c'est Paris, pour le G5 Sahel. Et même la question du G5 Sahel, c'est une question qui se pose par rapport à la CEDEAO, par rapport à l'Union africaine, qui au sein au Mali, n'ont que des représentations sur place. Je ne voudrais pas parler de représentation diplomatique, mais à la limite, ça fonctionne comme des ONG. Je ne veux pas être très méchant, mais il me semble effectivement qu'il nous faut des critiques pour permettre effectivement aux choses de bouger. Et de faire aussi des recommandations concrètes pour faire bouger les choses également. Et bon, sur place, parce que quand même, quand on dit que la situation s'est dégradée, disons en 2021, on a constaté à peu près 500 morts au Niger, au Mali et au Burkina Faso, surtout dans la zone du Liptako-Gourma, c'est-à-dire des 3 frontières. Il y a eu 140 morts, 160 morts, tout le monde, on a entendu parler de Solan, le massacre qui a eu lieu au Burkina Faso, 300 au Niger. Il connaît bien, j'ai été à Tillabéri. Tu étais à Tillabéri en prison, non? Voilà, j'ai été les voir à Tillabéri pour les sortir de prison il n'y a pas longtemps. Et également à Tawa. Plus de 40 morts au Mali. Je parle seulement en 2021. Maintenant, ne parlons pas
maintenant d'autres effets sur le plan humanitaire. Les écoles qui ferment. C'est des centaines de milliers d'élèves qui ne sont pas en classe. Et c'est des milliers d'écoles qui sont fermées partout où il y a des problèmes de sécurité. Et il y a des problèmes de sécurité. Les écoles ferment tout simplement parce que l'État n'est pas sur place. Ça, c'est extrêmement important, le fait qu'il y ait l'absence d'État, l'absence d'administration. Et bien sûr, ces vides sont occupés. Aujourd'hui, même sur le plan de la sécurité et sur le plan de la justice, ils exercent, je pense, les djihadistes. Donc, les attaques djihadistes, notamment les groupes Génim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et également l'État islamique au Grand Sahara. C'est ça, hein? Voilà, vous avez ces deux groupes qui attaquent. Mais la question aussi qui se pose, c'est le volet insurrectionnel. C'est-à-dire que quand on prend, comment dirais-je, les djihadistes, que ce soit au Mali ou ailleurs, mais la majorité des gens qui prennent les armes, mais ce sont des Maliens, ce sont des Nigériens, ce sont des Nigérians, ce sont des Burkinabés. Il me semble que ça aussi, c'est une question qu'il faut examiner. Mais c'est-à-dire, nous avons parlé tout simplement des crises politiques. Mais ce qui est palpable aujourd'hui, les crises sont multiples. C'est la crise de la gouvernance, la crise de la sécurité, la crise démocratique, la crise des droits humains. Donc, c'est une multiplicité de crises sur lesquelles on ne réfléchit pas. Ça c'est extrêmement important. Donc la réflexion, déjà, sur ces crises est une chose extrêmement importante. Donc, je disais, les écoles qui sont fermées. Et aujourd'hui aussi, que ce soit au niveau du Mali ou dans le bassin du lac Tchad, vraiment un des grands problèmes que les gens éprouvent, c'est la sécurité alimentaire, la famine, y compris même au Nigeria. Donc ça, c'est les questions. Je ne parle pas des millions de réfugiés et de personnes déplacées, qui sont des questions encore très concrètes. Alors, quand on parle de ces crises, il faut qu'on s'interroge sur les causes profondes. Et sur les causes profondes aussi des coups d'État, sur les causes profondes aussi d'un vide. Vous savez, quand il y a un vide idéologique, aujourd'hui c'est le cas. S'interroger pourquoi aujourd'hui le grand idéologue qu'on écoute au Mali, c'est l'imam Dicko. Qu'est-ce qui fait la crise du leadership politique aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la crise du politique aujourd'hui? C'est une dimension extrêmement importante des pathologies de la démocratie aujourd'hui. Si vous ne produisez pas de sens, ça veut dire que si les gens, ils vont prendre le pouvoir pour se partager les postes, pour se partager les ressources maigres, il est évident que on produit ce que nous avons appelé des alternances sans alternative. Et les alternances sans alternative aussi, avec la corruption et tout ce que ça produit aussi, une espèce de rejet, je dis entre guillemets, de la démocratie. Je prends le Mali. Les gens ont fait un sondage récemment, mais les gens ont voté pour un régime militaire. Ça aussi c'est pathologique. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas régler la pathologie de la démocratie par d'autres pathologies. Que ce soit les autoritarismes, que ce soit les dictatures, que ce soit aussi les militaires. Il faut passer par une réflexion sur ce qui s'est passé entre 90. Nous sommes en train de préparer un colloque après les pathologies de la démocratie, Africadium Center, qui est notre think tank, en train de réfléchir, à réunir d'ailleurs un comité scientifique qui va se réunir bientôt, pour qu'on travaille pour repenser l'état de droit et les transitions démocratiques depuis 90. Ce travail n'a pas été fait. Et il faut qu'il se fasse. C'est extrêmement important. Et sur cette base, réunir pratiquement tout le monde pour voir quelles sont les solutions. Les solutions ne peuvent pas être individuelles, vont être collectives. Et encore partir d'une chose, c'est que nous sommes dans une espèce de fin de cycle. Les fins de cycle, c'est toujours comme ça. Une fin de cycle où aujourd'hui nous avons beaucoup de confusion, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, que ce soit les tensions politiques ou autres. Et donc,
Quand on a, si vous voulez, un contexte qui est ainsi caractérisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons que nous sommes dans un temps où, et peut-être je vais faire tomber, et puis avec les questions vont revenir, le temps des compromis historiques. S'asseoir, discuter, parce que continuer les confrontations politiques, continuer les tensions politiques, vraiment dans un univers de vulnérabilité globale, c'est presque vraiment aller au suicide. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.